Bonjour, bonjour et bienvenue. On peut dire que la salle est vraiment comble. Voilà, je vais juste vous indiquer le déroulement de ce moment. Donc pendant une bonne demi-heure, Françoise Keller donnera sa conférence. Après, on va pouvoir passer le micro pour que vous puissiez poser des questions. Et Madame Keller répondra. Alors la conférence va être enregistrée, donc vous pourrez trouver le CD à la Cran Rat qui se trouve tout près de l'accueil, là où se trouvent toutes les conférences enregistrées. Voilà. À la sortie aussi, après la conférence, sur la petite table là, dehors, juste ici ou bien juste à la sortie, quoi, il y aura des livres qui pourront être dédicacés par Françoise Keller. Bonjour. Donc Françoise Keller, la première chose que j'ai envie de dire, je suis très touchée de voir que vous êtes tous là. Impressionnée. Et du coup un petit peu inquiète de me dire, waouh, qu'est-ce qu'ils attendent tous ces gens-là, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot communication non violente, ce à quoi vous aspirez? Je ne sais pas. Donc je vais essayer de contribuer du mieux que je peux, puis on va essayer de contribuer les uns les autres. Déjà, j'ai conscience que physiquement, ceux qui sont debout, ça sera peut-être moins confortable, mais bon, j'espère que ce sera pour chacun l'occasion de découvrir quelque chose. Du coup, je suis déjà en train de me paumer dans mes papiers, c'est cool. Alors, me présenter très très rapidement, parce que j'ai vraiment envie qu'on aille au cœur du sujet. Je suis ingénieure de formation et ça fait plusieurs années que j'ai découvert la communication non violente et que je me suis dit c'est vraiment ce truc-là que je cherchais depuis tant d'années. Donc petit à petit, je me suis formée et depuis 2006, je me suis mis à mon compte pour en faire vraiment le cœur de mon activité professionnelle. Et puis je me rends compte quand même que de plus en plus, c'est aussi le cœur de ma vie. Voilà, j'ai envie de vous faire goûter à ça. Je suis mariée, j'ai 4 enfants de 17 à 25 ans. Qui ont appris la CNV en même temps que moi sans aller au stage et ils ont appris beaucoup plus vite que moi, donc c'est assez frustrant. C'est moi qui faisais les stages et puis ils rentraient et me disaient « Mais maman, là c'est pas une demande ?» Ok, bon. Voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour tout ce que mes enfants m'ont appris et puis mon mari aussi qui m'a appris à faire de la CNV invisible parce qu'il supportait pas la CNV grammaticale. Quand tu me dis « Je me sens parce que j'ai besoin d'eux, est-ce que tu serais d'accord pour ?» C'était pas tout à fait ça qu'il avait envie d'entendre de son épouse. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire partager ça. Donc la communication non violente, on dit souvent CNV, elle a été mise au point par Marshall Rosenberg. Je veux juste avoir une petite idée dans la salle de qui ne connaît pas du tout la communication non violente. Donc bienvenue. Et puis, il y en a peut-être qui ont déjà lu des choses sur la communication non violente. Alors, bienvenue aussi. Et puis, il y en a peut-être qui ont fait des stages de communication non violente. Voilà. Et on va essayer de co-construire ensemble avec l'expérience de chacun. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que j'ai toujours le trac en début de conférence. Parce que j'ai toujours une peur, c'est qu'on parle sur la communication non violente et qu'on ne la vive pas. Et j'aimerais vraiment, même si on est nombreux, qu'on s'offre une expérience de pratiquer, d'expérimenter. Voilà. Et du coup, je vais vous proposer tout de suite une première expérience. Alors, ça fera un petit peu de bruit, mais vu le volume ambiant général, je pense que ce n'est pas très ennuyeux. Je vais vous proposer d'échanger avec votre voisin. D'abord un temps de silence, peut-être, après d'échanger avec un voisin et après un temps de silence. La première question que j'ai envie de vous poser, que nous nous posions, c'est qu'est-ce qui met de la joie dans nos relations? C'est-à-dire que je voudrais déjà qu'on se penche sur c'est quoi l'intention de la communication non violente. Et pour ça, je vous invite, si c'est possible, à penser à une situation récente, une relation particulière avec quelqu'un, où vous avez eu de la joie dans ce qui s'est passé dans la relation, dans la communication. Et puis je vais vous inviter à un petit temps de silence. On va se prendre 1 minute en silence. Et puis essayer de vous dire c'est quoi les caractéristiques qui vous ont plu
dans cette situation. Voilà, donc un petit temps de silence en essayant de se souvenir d'une situation précise, proche, lointaine, peut-être qui s'est passée aujourd'hui, peut-être la semaine dernière, peut-être il y a plus longtemps, peu importe. Peu importe l'intensité aussi de cette joie, mais au fond, dans ce petit moment ou dans ce grand moment, qu'est-ce qui m'a donné de la joie ? Donc pour ceux qui font de la CNV, je ne vous demande pas de faire de la CNV, je ne vous demande pas vos sentiments et vos besoins, mais juste, c'est quoi la caractéristique qui fait que vous avez pris du plaisir à ce moment-là ? Donc voilà, on essaye de s'offrir un petit moment de silence pour chacun se mettre en lien avec c'est quoi ces caractéristiques qui m'ont plu. Et puis ce que je vous propose maintenant, c'est de tourner vers votre voisin et puis d'échanger en quelques mots. Vous n'allez pas raconter toute votre histoire, on n'a pas le temps. Elles sont sûrement passionnantes, mais on n'a vraiment pas le temps. Mais c'est quoi, d'échanger avec votre voisin, c'est quoi les caractéristiques de ce qui vous a plu ou de ce qui vous plaît dans la communication et dans la relation avec les autres ? Voilà, un petit temps de partage, puis on fera remonter quelques mots-clés. Alors, je vous propose d'interrompre cet échange et de prendre à nouveau un petit temps de silence pour voir comment vous vous sentez maintenant que vous avez eu cet échange à deux. Et je veux bien entendre quelques mots-clés ou quelques caractéristiques, mais vraiment un mot ou un groupe de mots de ce que vous avez pointé en fait qui vous donne de la joie dans vos relations. Donc on a de la joie dans nos relations quand il y a quoi ? L'authenticité. Donc authenticité, l'écoute, du partage, la simplicité, compréhension, la sécurité, la surprise, du respect, de l'envie, la bienveillance, de l'accueil, de l'espoir, du non-jugement, de l'empathie, de la reconnaissance, de soi, la découverte, ok, la confiance, de l'intérêt, ok. Donc c'est ça qu'on cherche dans nos relations. Et on remarque, la première fois que je l'ai remarqué, ça m'a fait un choc, qu'on n'a pas de la joie quand la table est débarrassée, quand la poubelle est sortie, quand, je sais pas moi, quand la lumière est éteinte, quand... quoi d'autre ? Voilà. C'est-à-dire que finalement, dans la relation, la première chose qui compte pour nous, c'est pas que la poubelle soit sortie ou vidée, c'est qu'il y ait du partage, du respect mutuel, de la reconnaissance, de l'écoute, de la surprise, peut-être elle va être vidée quand même. Voilà, c'est ça qui nous nourrit. Voilà. Et que dans nos vies quotidiennes, ce que la communication non violente appelle violence finalement, c'est toutes les fois où on se trompe de cible, où on met notre priorité sur le fait que le linge sale soit dans le sac à linge sale et pas par terre dans la chambre, et qu'on oublie que le plus important pour nous, c'est pas ça, c'est d'abord la qualité de relation. Marshall Rosenberg dit une phrase que moi j'aime beaucoup, qui est: on a le choix dans notre vie entre être heureux
et avoir raison. Et la première fois que j'ai imprimé cette affiche à la maison pour préparer un stage, il y a mon plus jeune fils, qui devait avoir à l'époque une dizaine d'années, il me dit « Oui, mais maman, quand même, j'espère qu'on peut avoir les deux. » Voilà. On aimerait bien les deux. Et il y a des fois, on a les deux, je vous rassure. Sinon, ce serait un peu... Voilà. Mais la priorité, ça va être de prendre soin de la relation. Et la communication non violente, ce qu'elle veut nous aider à faire, c'est comment faire concrètement quand justement on n'est pas d'accord, quand justement la poubelle n'est pas sortie, quand justement Théo est en train de taper sur Mathieu, quand mon voisin, je ne sais pas, fait quelque chose qui me choque, quand il y a un bénévole dans mon association qui ne s'implique pas comme j'aimerais, quand je suis carrément pas d'accord avec quelqu'un sur des opinions, sur des... Voilà. Comment je peux faire pour continuer à nourrir une relation où il y a du partage, de la reconnaissance, du respect, de l'écoute, etc., etc. Et ce que la communication non violente veut nous montrer, en fait, c'est les compétences qu'on a déjà, parce qu'il y a plein de moments où on arrive à vivre ça, heureusement. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, on dérape dans la relation vers autre chose qui est moins nourrissant pour nous. Et la communication non violente, ce qu'elle cherche à faire, c'est pointer en tout cas nos habitudes de langage et de pensée qui vont que parfois on va vraiment nourrir ce qui est important pour nous et pour l'autre, et puis parfois on dérape. Et puis quand on dérape, de nous aider à revenir à ce qui nous donne de la joie. Alors, comme j'ai envie qu'on soit un peu dans la pratique, j'ai envie de vous donner un exemple. Je vais prendre et pour ça, je vais vous présenter en fait les deux... Allez, on va le faire carrément comme ça. Tant pis pour la peur du ridicule. Je vais vous présenter les deux sortes de langage. Le premier langage, enfin voilà, ça dépend. Je vais prendre un exemple. Je rencontrais une jeune maman qui me disait qu'elle était ennuyée parce que sa petite fille, elle mordait les copines à l'école, et notamment ses meilleures copines. Et la maman était assez ennuyée, en fait. Et donc, déjà, si moi, je suis la maman, et que je vois ma petite fille qui vient de mordre la copine, et en plus, la copine, c'est la fille d'une autre maman de l'école, eh ben, j'ai deux manières de penser déjà, de moi à moi, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'auto-empathie, la partie vraiment déjà de relation avec moi. Il y a une manière où je vais être dans le respect, l'écoute, la bienveillance, etc. Et il y a une autre manière qui va être un peu différente. La première manière, c'est que je mets ce qu'on appelle les oreilles chacales, le langage chacal, la pensée chacale, qui est une pensée à partir de notre mental, de ce que je pense. Et si je suis une maman, voilà, j'imagine, parce que la maman n'est pas là et je ne suis pas cette maman, mais voilà. Si je mets ces oreilles-là, ça va donner quelque chose de ce genre. Oh, mince, je suis nulle. Je suis nulle. J'ai déjà essayé plein de trucs avec Zoé et je vois encore qu'elle a mordu sa copine. Mais c'est pas possible, quoi. Il y a un truc que je dois faire de travers, quoi. D'ailleurs, j'ai plein de copines qui me disent que je devrais faire ci, que je devrais faire ça. Est-ce que tu es allée voir un psychologue? Mais peut-être que c'est normal. Alors en plus, je ne sais pas, parce que je me dis, c'est pas normal, c'est pas bien, quoi. Ça ne devrait pas se passer comme ça. J'ai dû louper quelque chose dans l'éducation. Puis je me dis aussi, peut-être c'est quand même normal, parce que bon, peut-être que ça va lui passer. C'est rare que les gens à 25 ans, ils continuent à mordre leurs copains, mais bon, les copines, bon, peut-être ça va passer. Ouais, mais quand même, il faut que je trouve une solution. Voilà. Ce langage, c'est le langage des jugements, je suis nulle. C'est le langage des exigences, il faut absolument que je trouve une solution. Ça ne peut pas durer comme ça. Et puis ça peut être aussi le langage du déni de responsabilité, qui est, de toute façon, peut-être c'est ça, peut-être c'est son tempérament. Voilà. Ou peut-être qu'elle a pris ça de son père. Mais moi, j'y suis peut-être pour rien. Voilà. Et si je vais voir Zoé, et puis je peux avoir évidemment des jugements sur Zoé quand même, hein, même si elle est petite. Écoute, Zoé, c'est pas bien. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut pas mordre comme ça. C'est pas bien. Voilà. Donc pareil, je vais être dans les jugements, dans les exigences et éventuellement dans le déni de responsabilité.
Et ce langage-là, vous voyez bien que ce n'est pas un langage qui nourrit tellement la bienveillance, le respect, l'écoute mutuelle, l'attention et tout ce qu'on a dit. Parfois, c'est un langage et en même temps, c'est notre tête qui produit ça. Donc, on essaye, en communication non violente, d'être attentif à ce langage et puis d'essayer de le traduire autrement. Le traduire autrement, donc c'est Marshall Rosenberg a utilisé l'image de la girafe. La girafe, c'est l'animal qui a le plus gros cœur, donc c'est un peu le symbole du langage du cœur. Et puis, moi j'aime bien aussi l'image que la girafe, elle a quand même un grand cou, donc elle arrive à écouter derrière les jugements. Qu'est-ce qu'elle se dit, cette maman, si elle écoute derrière les jugements? Alors le problème, c'est que mes oreilles girafes, elles sont un peu cassées, mais bon, je vais les tenir comme ça. Donc là, c'est le langage de la communication non violente. C'est pas un nouveau langage, c'est un langage qu'on connaît tous. Voilà. Ce que Marshall Rosenberg a pointé, c'est que dans son langage, il y a 4 ingrédients principaux. Le premier, c'est l'observation. Dire je suis nul, c'est pas une observation. Même si des fois j'y crois. Et dire que Zoé est agressive, c'est pas une observation. L'observation, c'est que Zoé vient de mordre Coralie et que ça fait plusieurs fois que Zoé mord des copains ou des copines. Ça, c'est une observation. Même si je disais que Zoé mord toujours ses copains et ses copines, c'est pas une observation, ce serait une généralisation. Si je disais qu'elle mord trop souvent ses copines, ce serait pas non plus une observation. Voilà. L'observation, là, c'est qu'elle vient de mordre Coralie et que Coralie pleure. Ça, c'est une observation. Et moi, la maman, le deuxième ingrédient, c'est les sentiments. Comment je me sens dans mon corps quand je vois que ma fille Zoé vient de mordre Coralie, qui pleure, et puis que ce n'est pas la première fois. Dans mon corps, je me sens découragée, je me sens abattue, je me sens inquiète aussi. Il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses, mais je crois que, en fait, je suis super inquiète. Puis je suis aussi énervée quand même, hein, parce que ça fait plusieurs fois à Zoé que je lui dis que il faut pas. Je suis énervée aussi, oui. Et puis il pourrait y avoir plein de choses. Et puis vous voyez bien que dans cette situation, chacun d'entre nous, si on se met à la situation, peut-être qu'on va vivre des sentiments différents. Et la révolution pour moi de la communication non violente, je dis révolution parce que moi ça m'a retourné, ça se voit pas mais ça a changé ma vie, c'est que mes sentiments, c'est pas la faute de Zoé. C'est pas Zoé qui m'énerve, c'est pas Zoé qui m'agace, et c'est pas Zoé qui m'inquiète. Si je suis agacée, c'est parce qu'en fait, mon observation, c'est que ça fait plusieurs fois que je dis à Zoé d'arrêter ça. Et que je vois qu'elle continue. Et que quand elle continue, oui, je suis agacée. En fait, c'est parce que j'ai un besoin qui n'est pas nourri. J'aimerais tellement être entendue, être comprise. Ça, c'est un besoin. Et c'est pour ça que je suis agacée. Si je n'avais pas besoin d'être comprise, je ne serais pas agacée. Et puis, je suis inquiète aussi. Et si je suis inquiète, c'est non plus pas à cause de Zoé, c'est pas Zoé qui m'inquiète. En fait, si je suis inquiète, c'est que je vois que j'ai déjà essayé plusieurs choses. J'ai déjà pris des conseils. J'ai plein de copines qui ont plein de conseils à me donner, que j'ai essayé d'écouter. J'ai lu des livres. J'en ai discuté avec la maîtresse. Et puis, je vois que Zoé, elle vient de mordre Coralie. Et je suis inquiète parce que j'ai vraiment besoin de me rassurer qu'en fait, je vais arriver à transmettre à Zoé une autre manière d'être en relation avec les autres. J'ai envie de lui apprendre en fait que les relations, c'est pas se taper les uns sur les autres et se mordre. Et j'ai envie de lui partager des valeurs qui sont autre chose. Et c'est pour ça que je suis inquiète. Si j'avais pas envie de lui partager quelque chose, si je rêvais pas d'un monde où on se respecte les uns les autres, je serais peut-être très fière de ma fille. Mais là, je suis inquiète parce que ça touche mes valeurs. Donc mes sentiments, en fait, c'est parce que j'ai des besoins qui ne sont pas nourris. Et après,
une fois que j'ai ça, je peux me dire qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Donc là, j'ai pas encore parlé à Zoé en fait. Là, je vois donc que je suis inquiète, que j'aimerais vraiment être rassurée, que je suis agacée, j'aimerais être entendue. Et puis là, j'ai 2 choix possibles en fait. Peut-être même plein d'autres, mais soit je vais dire à Zoé ce qui se passe pour moi, soit je vais mettre de côté ce qui se passe pour moi et je vais aller écouter ce qui se passe pour Zoé. Et là, tout de suite, le choix que j'ai envie de faire, c'est d'aller écouter ce qui se passe pour Zoé. Alors, vous voyez, là aussi, je pourrais écouter avec mes oreilles chacales. Est-ce que Zoé, elle trouve que c'est super de mordre les copines? Mais si j'écoute les pensées chacales, ça va être compliqué parce qu'on risque de ne pas être d'accord avec Zoé. Parce que moi, je trouve que ce qu'elle fait, c'est pas bien. Et elle, peut-être qu'elle trouve que c'est très bien. Donc ça va être difficile. Donc, je peux essayer de mettre les oreilles plutôt de la CNV, les oreilles de l'écoute empathique. Quelqu'un disait tout à l'heure, oui, on aime bien avoir de l'empathie. Et j'imagine que Zoé, elle a aussi envie de recevoir de l'empathie. Et même si elle a 2 ans, même si peut-être elle est encore plus petite, je peux essayer d'écouter Zoé avec empathie. Et si j'écoute Zoé avec empathie, ça pourrait être quelque chose comme « Quand tu mords, Coralie », ça c'est l'observation. J'écoute les sentiments de Zoé. Et là c'est curieux parce que quand j'écoute, c'est plutôt comme ça d'ailleurs, quand j'écoute, en fait elle a l'air joyeuse Zoé. Moi, je trouve ça bizarre. Mais si j'écoute vraiment, elle a l'air joyeuse. Et en plus, je vois que quand elle mord, c'est les copines qu'elle aime bien, en fait. Il y a mon chacal qui me dit, c'est pas normal, hein. C'est pas normal, c'est vraiment bizarre, ça. C'est pas logique. C'est pas logique qu'on morde quelqu'un qu'on aime bien quand même. Quand j'ai ces oreilles-là, du coup, j'arrive plus à donner de l'empathie. Vous voyez, je suis un peu coupée là. Donc, ok, quand je dis ça, je me sens perplexe parce que j'aimerais vraiment comprendre ce qui se passe pour Zoé. Alors, je vais réécouter à nouveau avec empathie Zoé. Donc, quand tu mords Coralie, tu as l'air contente. Est-ce qu'en fait, c'est une manière d'exprimer ton amour pour Coralie? Est-ce que c'est ça? Je prends cet exemple parce que c'est suite à un échange que j'ai eu avec une maman. Et effectivement, on s'est dit peut-être qu'effectivement, c'était une manière pour Zoé d'exprimer son amour pour Coralie. Et qu'après, moi, je vais pouvoir lui dire qu'il y a plein d'autres manières d'exprimer l'amour pour une copine que de la mordre. Voilà. Mais le besoin que Zoé cherche à nourrir, il a de la valeur. La stratégie, la manière de faire, la demande, on dit en CNV, je ne suis pas forcément d'accord avec, parce que ça ne nourrit pas forcément mes besoins ou les besoins de la copine. Mais donner de l'empathie, c'est se dire, mais au fait, c'est quoi le besoin qui est si important pour l'autre, qui fait que l'autre pense ce qu'il pense, dit ce qu'il dit, fait ce qu'il fait. Voilà. Et la CNV, ça va être, je vous le fais vraiment très court, hein, parce que je peux vous l'expliquer en 6 jours aussi, si vous restez là pendant 6 jours. Mais le principe de la CNV, c'est d'essayer de développer ce langage de observation, sentiment, besoin, demande, pour en fait, le plus important, c'est écouter nos besoins. Nos besoins, c'est ce qui va dans le sens de la vie. Moi, j'ai des besoins, Zoé a des besoins, Coralie a des besoins, chacun d'entre vous, vous avez des besoins. On cherche à être vivant, on cherche à être respecté, à être pris en compte, à être entendu. Et si j'écoute les besoins, j'ai plus de chances d'entrer en coopération avec vous que si j'écoute ce que vous pensez, avec lequel je ne serais peut-être pas d'accord. Voilà. Alors, est-ce que je prends un deuxième exemple ou est-ce que plutôt on est en question-réponse? Je regarde par rapport au timing. Un deuxième exemple? Je vais prendre un deuxième exemple, si vous voulez bien, de relation entre des adultes. Moi, j'étais très contente en fait de faire cette présentation de la CNV au Salon Prime Vert
Parce que chaque année, je viens au Salon Prime Vert, je suis très touchée de toute l'implication des gens qui viennent ici, soit ceux qui tiennent les stands, qui font les conférences, qui sont bénévoles, et puis très touchée de la recherche de toutes les personnes qui viennent ici chercher des pistes pour, j'ai envie de dire, un monde meilleur. Enfin, voilà, on pourrait mettre plein de mots derrière ce terme-là. Et puis j'étais contente de voir ce thème de tous dans un même bateau, en me disant, bah oui, pour moi la CNV c'est vraiment l'enjeu, c'est comment on peut arriver à être en coopération en sachant qu'on ne pense pas la même chose, et qu'en même temps c'est vrai qu'on est tous dans le même bateau. Et puis en même temps je me disais, mais au Salon Prime Vert régulièrement j'entends des choses qui sont plutôt, des fois, des jugements. J'ai déjà entendu des gens s'accrocher dans les salons ou dans les couloirs parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Voilà. Et je me dis, c'est vraiment un espace où je me dis, on a un sacré challenge à tenir de comment on peut tenir compte de nos convictions personnelles et en même temps développer ce langage de coopération, ce langage du cœur. Et que des fois, c'est un sacré challenge, quoi. Et je prends un exemple, voilà, quelqu'un qui me témoignait sur le salon, quelqu'un très engagé au niveau associatif. Et qui me disait au début, c'est pas de sa faute, c'est logique, il s'exprimait comme ça. Ouais, le problème quand même aujourd'hui, c'est que la société, elle est très individualiste et qu'il y a quand même de moins en moins de gens qui s'investissent dans les associations, quoi. Hein. C'est quand même vachement dur de trouver aujourd'hui des gens qui vont s'impliquer, quoi. Donc on est quelques-uns à ramer beaucoup, peut-être même beaucoup trop, mais alors les autres, c'est difficile, hein. C'est vraiment difficile, parce qu'ils sont très... ils pensent d'abord à eux, quoi, mais... voilà, donc avec des jugements, des exigences aussi, c'était du genre, voilà, quand même, pour changer le monde, il faut s'engager, quoi, hein, faut pas déconner quand même, hein. Et puis un peu de déni de responsabilité au sens, de toute façon, c'est la société d'aujourd'hui, hein. Elle est quand même très individualiste, la société d'aujourd'hui, hein. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir dans les salons, dans les couloirs, c'est un peu morose quand même. C'est quand même pas aussi bien que les années d'avant, quoi. La comparaison aussi, hein, le chacal, il est très doué pour comparer et voir tout ce qui va moins bien qu'avant ou que plus tard, ou à côté. Hein. Dans toutes les familles, le linge est sale et rangé, sauf chez moi, ce genre de trucs. Hein. Et dans toutes les associations, les gens sont motivés, dynamiques, sauf dans la mienne, etc., etc. On peut avoir aussi des jugements positifs. Hein. Moi, dans mon association, ça marche super mieux que dans la vôtre. Hein. Mais bon. Cette personne-là, elle était plutôt dans le côté déprimé. Et donc, j'ai essayé de lui donner un peu d'empathie. Je ne sais pas si elle s'en est rendue compte, mais moi, ça m'a fait du bien. Pourquoi ça m'a fait du bien, en fait? Parce que, vous voyez, si je l'avais écoutée avec ces oreilles-là, je n'aurais pas été d'accord avec elle, en fait. Le problème, c'est que j'aurais cherché à la convaincre qu'elle avait tort. Non, mais c'est pas vrai. Moi, vous dites que la société est l'individualiste. Moi, je trouve pas. Moi, je rencontre plein de gens qui ont envie de faire autrement, qui ont envie qui essayent de coopérer, qui essayent de créer des habitats groupés, qui essayent de... D'ailleurs, il n'y a qu'à voir tous les stands qui sont là. Pour moi, c'est pas le reflet d'une société individualiste, quoi. Donc, voilà. Et si j'étais restée à écouter les pensées, on se serait peut-être disputé parce que j'étais vraiment pas d'accord avec cette personne. Voilà. Et donc, ce qui m'a aidé, moi, c'est de ne pas écouter les pensées, mais d'écouter au fond qu'est-ce qu'elle disait derrière. Ok, quand vous dites que la société aujourd'hui, elle est individualiste et que les gens ne s'impliquent pas comme avant, ça c'est son observation, c'est ce qu'elle dit. Est-ce que vous vous sentez découragé? Est-ce que vous aimeriez vraiment être assuré que les valeurs que vous partagez, elles sont aussi partagées par d'autres, son besoin? Est-ce que c'est ça? Oui, quand même, la société est individualiste et c'est vrai que c'est quand même inquiétant parce que si c'est chacun pour soi, on ne va pas s'en sortir. Hein. Je veux dire, les associations, on voit bien, il y a quand même de moins en moins de bénévoles. C'est pas comme ça qu'on va arriver à changer le monde et pourtant, les enjeux, ils sont importants. Hein, donc quand vous voyez les enjeux et de la planète et puis de ce qui vous motive dans votre association et que vous voyez que c'est difficile pour vous de trouver des nouveaux bénévoles, est-ce que vous êtes inquiet en fait? Vous aimeriez vraiment être assuré que
voilà, que vos valeurs, les choses qui sont importantes pour vous, elles sont partagées avec d'autres. Est-ce que c'est ça? Bah ouais, c'est ça. Puis ce serait plus joyeux, plus léger aussi pour moi de le faire à plusieurs. Ok, est-ce que vous aimeriez aussi plus de soutien? Ça vous apporterait du soutien? Ça serait plus léger si vous étiez plus nombreux? Est-ce que c'est ça? Bah oui, voilà. Et là, je vois bien que quand j'écoute ça, ça prend tout de suite plus de valeur parce que les besoins qu'il a ou qu'elle a, les besoins que vous avez, j'ai les mêmes. Voilà. Je les nourris pas forcément de la même manière. Comme tout à l'heure, Zoé, son besoin d'amour, bon, peut-être elle peut trouver d'autres manières de faire. Mais on a tous les mêmes besoins. Voilà, on disait tout à l'heure, on a tous besoin d'être écoutés, on a tous besoin de partage, on a tous besoin de... Voilà, on a nommé plein de choses, on pourrait continuer à échanger. Ce que montre Marshall Rosemer, c'est qu'on a tous les mêmes besoins. Voilà. Donc quand j'écoute l'autre, même quand il ne pense pas comme moi, quand j'écoute ses besoins, j'ai plus de chances à la fois d'être touché, de comprendre ce qu'il dit, et aussi d'être en lien avec la vie. C'est-à-dire que le besoin, c'est vraiment ce qui nous rend vivants, ce qui nous donne de l'énergie. Quand nos besoins sont nourris, on a de l'énergie, on est joyeux, on a de l'enthousiasme, on est... Voilà. Et quand nos besoins ne sont pas nourris, on va être triste, on va être déçu, on va être découragé, on va être fatigué, on va être inquiet, on va être stressé, voilà, on perd de l'énergie. Donc le fait de nommer le besoin, ça aide à retrouver, c'est quoi notre moteur en fait, dans notre vie. Voilà. Et on a tous les mêmes besoins. Voilà. Et après, ça nous aide à trouver une manière de dialoguer qui va faire comment on peut faire pour nourrir les besoins des uns et des autres. Voilà. Je vous le fais très vite. Ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on puisse avoir plutôt une période interactive. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des réactions? Et même si c'est des réactions avec des jugements, c'est pas grave. On pourra justement écouter ce qu'il y a derrière. Voilà. On ne va pas juger de se juger, hein, parce que sinon on empile les chacun les uns sur les autres et ça ne va pas. Donc est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des choses qui vous ont plu dans ce que j'ai dit, des choses qui vous ont énervé, qui ne vous ont pas plu, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord? Bienvenue. Ah non, mais c'est très bien. Alors, en fait, ça marche, hein? Allô? Non, c'est bon. En fait, c'est suite à une expérience que j'ai vécue où j'ai essayé de pratiquer la communication non violente. Et en fait, c'était impossible face à une personne qui était très en colère dans la violence. Donc, dans ces situations-là, c'est très compliqué. C'est vrai qu'il y a des situations où on ne peut pas vraiment la pratiquer. Et donc, la personne était très en colère? Oui, j'ai gratigné sa voiture avec mon vélo. Il était garé sur une piste cyclable. Il est sorti de rage de sa boucherie. Il m'a engueulé, insulté. Il était incapable de m'entendre. Donc, okay. À un moment donné, j'ai dit, je comprends votre colère. Et puis, il a voulu me donner un coup de poing. Okay. Voilà. Merci déjà du témoignage. Alors, par rapport à ça, j'ai envie de dire trois choses. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que chacun de nous, on a fait jusqu'à maintenant du mieux qu'on a pu. Et donc, bravo d'avoir fait du mieux que vous avez pu. Et l'autre a fait aussi du mieux qu'il a pu. Bon, je ne sais pas s'il est là, mais bon, il aurait peut-être pu trouver une autre manière de faire, mais bon. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est... je suis contente que vous posiez cette question parce que pour moi, la première chose en communication non violente, c'est de protéger la vie. Donc déjà, de prendre soin de sa sécurité, de son intégrité physique. Je dis ça, voilà, après, voilà. Mais je veux dire, on va faire de la communication non violente quand on est dans une zone de sécurité en général, qu'on ne va pas se prendre des coups. Je me souviens d'une médecin qui fait le début de la formation CNV avec moi et qui revient deuxième ou troisième module et qui me dit c'est super, j'ai fait de la communication non violente grâce à vous. En fait, j'ai eu un patient qui est venu dans mon cabinet et en fait, j'ai fait le choix de son cabinet au rez-de-chaussée, je vous rassure tout de suite, et j'ai fait le choix de quitter mon cabinet en sortant par la fenêtre et pour aller appeler les secours. Alors j'ai dit c'est une drôle de manière, voilà.
de faire de la communication non violente. Elle me dit non, mais c'est génial parce qu'il y a quelques années, je me serais laissé taper. Et là, j'ai pris conscience en auto-empathie que j'avais vraiment besoin de me sentir en sécurité, que j'étais pas en sécurité. J'ai pris le choix de prendre soin de ma sécurité physique. Et après, j'ai appelé les secours et voilà. Donc, alors après, des fois, on est surpris, mais je veux dire, j'aime bien dire ça parce qu'il y a des situations où on se sent en sécurité pour être dans le dialogue, et puis il y a des situations où on ne se sent pas en sécurité physique, et la priorité, c'est déjà de protéger la vie, la nôtre ou celle de l'autre. Si un enfant va traverser la rue, on ne va pas commencer à lui dire « Je vois que tu vas traverser la rue, je suis inquiet, j'aurais vraiment besoin que tu restes sur le trottoir. Est-ce que tu serais d'accord pour rester sur le trottoir ?» Donc on prend l'enfant, voilà. Après on discute. Il pleure, tout ça, voilà. D'abord, on protège la vie. Après, la troisième chose que j'ai envie de dire, c'est que j'aime ce que vous avez expérimenté, en fait, peut-être un peu à votre insu, c'est que quand on a trop d'émotions, on n'est pas disponible pour écouter l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en colère, il n'est pas disponible pour vous écouter. Donc la seule stratégie possible, quand on voit que l'expression, ça ne marche pas, c'est l'écoute empathique. Si vous avez envie d'être en relation. Parce qu'une autre solution, c'est de partir le plus vite possible et d'aller voir ailleurs. Mais si j'ai envie d'aller en relation, c'est vraiment l'écoute empathique. Et l'écoute empathique, ça pourrait être, oui, apparemment, donc j'ai égratigné votre voiture et vous êtes très en colère. Parce que vous aimeriez vraiment être respecté, que vos affaires soient respectées, notamment votre voiture. Est-ce que c'est ça? Bah oui, c'est ça, évidemment, pauvre con! Tu pourrais comprendre quand même. Une voiture, c'est moi la voiture. Ouais, donc vous êtes vraiment furieux, quoi, parce que pour vous, c'est vraiment important de pouvoir être respecté. C'est ça qui est important pour vous. Bah évidemment, pauvre con, j'ai besoin d'être respecté. Ok. N'empêche que quand je fais ça, ok, il vient de nommer le fait qu'il a vraiment besoin d'être respecté. Voilà. Et après, qu'est-ce que je vais lui dire? Voilà. Voilà. Mais ce qu'on observe, c'est que quand la personne vraiment reçoit de l'empathie, petit à petit, il y a quelque chose qui se baisse. Bah oui, évidemment, j'ai besoin d'être respecté. Voilà. C'est plus tout à fait la même énergie qu'au début, quoi. Voilà. Et si l'énergie baisse, il y a un moment où la personne va pouvoir à nouveau m'écouter. Mais si elle est trop en colère, elle peut juste pas écouter. Voilà. Donc vous avez essayé, voilà. Puis on ne sait jamais à l'avance. Parfois, on croit que l'autre ne peut pas nous écouter. On parle et puis parfois, l'autre va nous écouter. Parfois, l'autre, on va lui donner de l'empathie et il n'en veut juste pas de notre empathie. Parce qu'il a juste envie de se protéger. Après, tout est possible, quoi. Voilà. Mais en tout cas, voilà l'expérience que c'est pour ça qu'on insiste beaucoup en CNV sur l'auto-empathie. Parce que nous-mêmes, si nos émotions sont trop fortes, on n'est pas disponible pour la relation. Si ça fait 3 fois que j'appelle mon enfant pour qu'il vienne à table et qu'il arrive à table en disant « Ah, maman, arrête de m'engueuler !» Si je ne me donne pas d'abord de l'auto-empathie, je vais lui en mettre une, quoi. Voilà. Parce que je suis trop énervée. Ça fait 3 fois que je l'appelle et il me dit que je l'engueule alors que je lui dis juste « Viens à table !» quoi. Et que j'ai fait des jours et des jours de CNV pour ne pas l'engueuler. Et lui, tout ce qu'il trouve à entendre, c'est que je l'engueule. Mais je suis découragée, quoi. Mais je suis énervée. J'aimerais juste être entendue avec ce que j'ai dit. J'ai juste dit à table. 3 fois. Et que j'aimerais juste être entendue. Déjà, là, je peux être un peu plus disponible pour l'écoute. Au départ, pas vraiment. Il y a d'autres questions, réactions, expériences que vous avez envie de partager, témoignages. Il y a quelqu'un au bout. Alors, on va essayer de passer le micro. Bonjour. Bonjour. C'est peut-être plus une question, une expérience. J'ai découvert un peu la CNV en lisant des bouquins quand mon fils était petit, pour un peu essayer de voir comment je pouvais faire. Et avec lui, j'arrive à peu près, ça dépend des jours.
Et par contre, des fois, je me suis dit, ça serait bien avec les adultes aussi de pouvoir mettre en pratique. Et là, par contre, j'ai du mal, j'arrive pas à voir, quand vous dites les sentiments ou ce qu'ils éprouvent, je trouve que chez les adultes, c'est plus caché. Enfin, j'arrive beaucoup moins bien avec un adulte qu'avec mon fils que je connais, c'est peut-être plus facile. Mais je trouve que les enfants, ils expriment ce qu'ils pensent. Alors, je sais pas si c'est vrai ou si c'est moi qui ai du mal à décoder. Mais j'ai plus de mal avec un adulte, en fait. Et j'imagine que quand vous dites que vous avez plus de mal, c'est que vous avez plus de mal aussi à décoder dans le non-verbal, l'émotion de l'adulte. Ouais, pourquoi il se met dans cet état-là, ou pourquoi il demande certaines choses. J'essaie de me dire, mais pourquoi on en arrive là, et j'arrive pas à trouver quelle est l'émotion qu'il exprime, ou quel est son besoin, ou... pour essayer de me dire comment on va sortir de là, quoi. Est-ce que vous auriez un exemple ? Non. C'est juste, mais sinon, enfin voilà. Quelque chose, vous dites, tiens, pourquoi il dit ça ? Pourquoi il fait ça ? Oui, par exemple, j'étais à une réunion, on était plusieurs, et une personne qui n'était pas là avait pas fait une chose, et il y a une personne à côté de moi qui a commencé à s'en prendre à cette personne-là, alors que je trouvais ça pas grave, moi. Et donc, j'ai essayé un peu de questionner, de savoir pourquoi. À vrai dire, j'ai toujours pas trouvé aujourd'hui pourquoi il s'est mis dans un état, alors que bon, c'était juste une fiche à faire. Et, enfin, j'ai l'impression que je bute plus souvent avec les adultes qu'avec les enfants. Alors, quand je vous entends, je peux faire le choix de plusieurs types de réponses. La première chose que j'ai envie de vous partager, c'est ce qu'on observe, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas forcément appris que l'émotion, c'était quelque chose qui pouvait être au service de la relation. Moi, je me souviens quand j'étais petite, quand j'étais en colère, mes parents ils me disaient « va dans ta chambre te calmer », par exemple. Donc moi, quand j'étais petite, j'avais compris que quand on est en colère, on ne peut pas être en relation avec les autres. Il faut d'abord se calmer, après on peut être en relation. Voilà. Je me souviens que j'aime beaucoup jouer, j'aime beaucoup rire. Et je me souviens que quand j'étais petite, quand je riais, quand je jouais, mes parents ils disaient souvent que j'étais trop excitée. Je chahutais. Et moi, je ne chahutais pas, j'avais juste envie de jouer. Voilà. Et du coup, j'avais compris que quand on est une grande personne, il ne faut pas trop rire quand même. Voilà. Et puis, je me souviens aussi, par exemple, qu'une fois, je dirigeais un centre d'accueil. Et puis, j'ai accueilli un groupe de 400 personnes. Et j'étais très touchée par l'engagement de ces 400 personnes qui faisaient partie d'une association. Et au moment de parler, je me suis mis à pleurer, en fait, et ma voix tremblait, enfin voilà. Et à la fin de la réunion, il y a un administrateur qui me voulait du bien, qui est venu me dire « Écoute, Françoise, quand même, quand on est un directeur, on ne pleure pas. » Et donc, j'avais appris qu'il fallait que j'apprenne à ne plus pleurer parce que j'étais directrice. Et en fait, ça ne marchait pas, c'était pire que tout. Mais 2-3 fois, voilà, il m'a dit « Écoute, c'est pas professionnel, ça. » Mais il me voulait du bien, hein, c'est quelqu'un qui me voulait sûrement plein de bien, mais ça ne m'aidait pas, quoi. Et donc, pour beaucoup d'entre nous, on a appris par l'expérience que nos émotions, elles ne sont pas forcément comprises par les autres. Elles ne sont pas forcément une aide à la relation. Dans le monde chacal aussi, dans le monde, voilà. Et du coup, c'est vrai que les adultes, des fois, on cache nos émotions parce qu'on n'est pas sûr. Voilà, si je me mets à la place de cette personne, je ne suis pas très sûre que si vraiment je dévoile mes émotions et pourquoi j'ai ces émotions, je vais pouvoir rester en relation avec vous ou pouvoir continuer à être acceptée par ce groupe. Et ça peut expliquer. Alors qu'un enfant, il se pose moins cette question-là. Si ses parents l'aiment et montrent qu'il l'aime quand il a les émotions, elles sont naturelles, les émotions. Ça fait partie de notre corps, quoi. Hein. C'est une explication, mais c'en est qu'une. Hein. L'autre chose que j'ai envie de dire, c'est que dans le monde chacal, on a aussi souvent appris que quand je vais mal, en fait, le monde chacal, il est très simple. Hein. Quand je vais mal, c'est forcément de votre faute. Et donc, moi, il suffit juste de qui c'est la faute. Est-ce que c'est vous tous ? Est-ce que c'est madame, monsieur ? Voilà.
C'est très simple. Le monde est très simple. Mais le problème, c'est que du coup, aussi, quand vous allez mal, je crois que c'est ma faute. C'est-à-dire que si vous êtes ennuyé, je vais me dire, mince, j'ai pas fait ce qu'il faut. Si à la fin de cette conférence, quelqu'un me dit, j'ai rien appris aujourd'hui, je vais me dire, mince, j'ai pas fait comme il faut. Voilà. Ou si quelqu'un me dit, j'ai bien ri, je vais me dire, chouette, j'ai été une bonne conférencière. Voilà. Alors en fait, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je dis ça parce que j'observe que, par exemple, dans ma vie personnelle, quand j'ai commencé à faire la CNV et que j'ai commencé à exprimer à mon mari, tu sais, je t'avais demandé d'acheter le pain et puis je vois que là, tu l'as pas acheté et que du coup, je me sens frustrée parce que j'aimerais vraiment de la coopération. J'essayais vraiment de parler comme ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il entendait ? Il entendait, elle a encore vu que j'avais pas su faire. Il entendait que si j'allais mal, c'était de sa faute. Donc j'avais beau essayer de faire la CNV, en fait, chaque fois que j'exprimais une tristesse, il se disait, mince, j'ai encore fait un truc de travers. Voilà. Et j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte, mais bon, il a accepté de continuer à vivre avec moi, ce qui est vraiment chouette. Voilà. Maintenant, je comprends mieux et je fais attention parce que je me rends compte que si j'ai été éduquée toute ma vie en me disant si vous allez mal, c'est de ma faute, le jour où vous me dites que vous êtes triste, je me dis mince, qu'est-ce que j'ai fait de travers, quoi. Voilà. Donc ça peut être les deux freins, je trouve, quand on est adulte. C'est tellement... Je vois, je faisais un stage la semaine dernière, au début du stage, les gens ils se disaient, mais si je parle de mes sentiments et de mes besoins, mais je vais être vulnérable, je vais être fragile, l'autre il va en profiter. Il y avait toutes ces représentations de mon Dieu, si je dis ma colère ou ma déception, ma tristesse, qu'est-ce qui va m'arriver ? Puis en fait, ils se sont rendus compte que c'est pas un problème, mais on a besoin de les réapprendre parce qu'on n'a pas forcément eu cette expérience-là, quoi. Voilà. Je sais pas si ça vous parle ou si ça éclaire un peu, voilà. Ce que vous dites. Moi, j'ai une autre question, c'est sur les sentiments. Quand on exprime certains sentiments, mais qui en fait impliquent l'autre et finalement l'accusent. C'est-à-dire qu'il y a un jugement dans le sentiment. On croit que c'est un sentiment qui nous est propre, mais en fait, il accuse l'autre. Je sais pas, je vais dire, je me sens rejetée. Voilà. Là, je vais quelque part, je vais accuser l'autre aussi. Donc, ça, c'est à bannir a priori, entre guillemets, de votre CNV, quoi. Alors, c'est le chacal qui dit qu'il faut bannir le langage chacal, mais bon, c'est pas grave, on l'accueille. C'est vrai que ça, c'est vraiment important. L'intention du processus communication non violente, c'est de trouver une manière d'être dans une relation qui va me respecter moi et respecter l'autre. Voilà. Et effectivement, si je dis à l'autre, quand je vois que tu regardes un match de foot, je me souviens dans un atelier avec des jeunes étudiants, et j'avais plutôt des étudiantes, et puis il y avait 2 garçons. Et voilà, il y a une jeune fille qui donne un exemple et qui dit, voilà, quand mon compagnon il regarde un match de foot sans me prendre la main, je me sens abandonnée. Et je lui ai dit, tu sais, quand tu regardes un match de foot sans me prendre la main, je me sens abandonnée. Et mon copain, ça lui a pas plu, parce qu'il m'a dit, non, je t'abandonne pas, je regarde juste un match de foot. Ouais, mais tu me prends pas la main. Oui, mais attends, je regarde le match de foot, c'est tout, je t'ai pas abandonné. Qu'est-ce que tu vas imaginer ? C'est quoi ce... Voilà. Donc effectivement, la jeune fille était maladroite, parce que ce qu'elle faisait encore penser, c'est qu'elle allait mal parce que l'autre, il l'avait abandonnée. Donc c'était encore un peu la pensée du chacal qui croit qu'il va mal à cause de l'autre. Voilà. Donc après, on a essayé de voir, et quand tu te sens abandonné, moi j'aime bien poser cette question-là, quand tu te sens abandonné, comment tu te sens dans ton corps ? En fait, je suis triste. Voilà. Et alors, c'est pareil, faire attention, parce que même quand je dis je suis triste, je pourrais quand même faire une fausse CNV qui est, écoute, là je suis triste, est-ce que tu réalises à quel point tu me rends triste ? Voilà. Parfois, voilà, dans les mots, dans l'intention, dans l'intonation. Non, c'est je suis triste. C'est pas parce que tu regardes le match de foot sans me donner la main que je suis triste, c'est parce que j'aimerais tellement un signe de tendresse.
voilà, j'aimerais tellement la proximité. Et c'est tellement mystérieux pour moi les besoins que tu nourris en regardant un match de foot que voilà, j'aimerais bien. C'est mystérieux. Mais, voilà. Il y a sûrement des beaux besoins, mais je ne sais pas. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être maladroit. Et l'importance pour moi, c'est vraiment l'intention. C'est-à-dire, est-ce que mon sentiment, je peux en prendre la responsabilité, je peux avoir conscience qu'il est vraiment lié à un besoin chez moi, qui est important chez moi, et qui en fait n'a rien à voir avec l'autre. Voilà. L'autre, c'est juste, on dit un stimulus, c'est juste un révélateur. Il me montre que oui, là tout de suite, en fait, j'aimerais de la tendresse. Voilà. Et que monsieur, peut-être à ce moment-là, il aimerait surtout de la tranquillité, quoi. Voilà, pour pouvoir se centrer sur quelque chose qui est super important pour lui. Voilà, qui nourrit aussi plein de besoins importants. Est-ce que ça éclaire à peu près? En tout cas, merci de signaler ce risque. Oui, et je trouve difficile aussi l'observation pure et simple. Ah là là. C'est tellement, enfin, on va tellement vite dans les jugements aussi, on généralise très vite. Enfin, du coup, ça me paraît un langage de patience, quoi, qui prendrait peut-être toute une vie pour vraiment le. Je confirme. En tout cas, moi, je suis pas au bout. Hein. L'observation, pour moi, c'est j'ai l'impression souvent que c'est 80% des conflits commencent par une mauvaise observation ou une observation qui n'est pas partagée. Donc les exemples très simples, hein, c'est voilà, pour les parents, quand vous considérez que la chambre de votre enfant est en bazar, ben, c'est juste pas une observation. Et votre enfant, il ne trouve pas qu'elle est en bazar. Voilà. Et puis j'ai une amie la semaine dernière qui m'envoie un petit message. Elle me dit, voilà, quand je trouve que quelqu'un est grossier, est-ce que c'est une observation? Ben non, c'est pas une observation. Et puis on évite aussi dans les généralisations. Hein. On est aussi vite notamment quand je vis avec quelqu'un au quotidien. Qu'est-ce que c'est pas facile de voir ce qui se passe là maintenant dans la relation sans ramener tout ce qui s'est passé déjà dans le passé. Voilà. Récemment, voilà, en stage avec une femme qui avait déjà un certain âge, quoi, qui vivait depuis 40 ans avec son mari. Et comme c'était difficile, et je la comprends, voilà, j'en suis pas là, mais j'imagine, quoi. Comme c'est difficile de se dire, tiens, aujourd'hui, je vais écouter mon mari comme si c'était la première fois et sans ramener que ça ressemble étrangement à quelque chose qu'on s'est déjà dit la semaine dernière, l'année dernière, et puis il y a 10 ans, puis il y a 15 ans, puis il y a 25 ans, quoi. Et en même temps, ça, c'est notre tête qui raconte que c'est la même chose. En fait, c'est pas la même chose. Parce que moi, aujourd'hui, là, maintenant, là, tout de suite, je suis pas la même qu'au début de la conférence. Voilà, il y a des choses qui sont passées entre nous, il y a des choses que j'ai dites, il y a des choses que vous avez... Voilà, je suis pas dans la même émotion, voilà. Et je suis pas dans la même... Je vis pas avec vous la même chose que j'ai vécu à d'autres conférences. Pourtant, ça ressemble. Puis en même temps, c'est différent. Mais quand on vit avec quelqu'un au quotidien, soit dans le familial, soit au niveau professionnel, qu'est-ce que c'est difficile de se dire, tiens, je vais essayer de l'écouter aujourd'hui, mais je ne sais pas ce qu'il va me dire dans 5 minutes. Ça ressemble hein, pourtant à des choses qu'on s'est déjà dites. Puis en même temps, peut-être ça ne va pas se passer de la même manière. Et c'est pas facile. Parce que des fois, notre tête, elle dit, oui, non, mais ça, je connais, je sais comment ça va se terminer, on va se faire la gueule pendant toute la soirée. Mais peut-être pas. C'est notre tête qui s'imagine que oui, puisque ça commence comme ça va faire que je vais dire ça, puis qu'il va dire ça, puis qu'on va dire ça, puis qu'on va se faire la gueule pendant toute la soirée. Et évidemment, c'est difficile de se dire, mais au fait, là, tu me dis que je suis rentrée trop tard ce soir, ou que je sais pas quoi, voilà. Qu'est-ce que tu veux me dire là tout de suite qui est si important pour toi, que tu m'as peut-être jamais dit? Et oui, c'est un travail de toute la vie. Est-ce qu'il y en a qui ont des situations concrètes sur lesquelles vous aimeriez peut-être de l'aide pour trouver soit l'observation, soit les sentiments, soit les besoins, les vôtres ou ceux de quelqu'un d'autre? Il y a ici, on va faire au fond, puis après on reviendra devant. Ou alors, ouais. Bonjour. Bonjour. Moi, j'essaie simplement d'avoir la parole juste. Alors, j'y arrive bien avec la plupart du temps.
sur des rapports, y compris professionnels, avec mes collaboratrices. Par contre, j'ai un gros souci et j'arrive pas à le résoudre dans une relation hiérarchique avec un directeur qui est méprisant, qui est injuste et qui fait que dès que je le vois, j'ai envie d'être en colère et de le provoquer jusqu'à la limite de la rupture. Et j'essaye pourtant de me dire, ça va bien se passer, essaye de prendre du tien, prends sur toi, calme, prends-le pour ce qu'il est, c'est-à-dire un directeur, et à chaque fois, ça finit en pugilat. Ah. Ok. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'une attitude ou d'une parole qu'il pourrait avoir qui vous dirait, encore une fois, ça recommence, quoi? Une parole qui vous... Je crois que vous avez donné une partie de la réponse, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, j'essaye d'avoir raison, et lui essaye d'avoir raison. Ah. Et à un moment... ça marche pas, hein? Ça marche pas, on est d'accord. Il y a sans doute une autre problématique que je commence à poindre, c'est qu'il est plus jeune que moi, et de temps en temps, je le regarde avec l'air d'un gamin qui j'ai envie de mettre une fessée parce que il n'y a pas qu'à moi qui fait ça, mais à d'autres, donc j'ai le sens de la justice. Et puis aux ressources humaines, on sait bien qu'on est super tolérant, donc notamment quand il s'agit d'un directeur qui fait tout de travers. Donc effectivement, on est dans des relations qui sont des relations tendues, notamment au sein de la justice, et des rapports qui ne sont pas nécessairement que des rapports humains, et qui confondent souvent des niveaux aussi de connaissances. Alors la dernière anecdote qui est très drôle, c'est qu'un dimanche soir, j'étais à 1h30 de chez moi, je travaille en Ardèche méridionale, et il neige rarement. Et là, il se trouvait que ce dimanche soir, il neigeait. Donc je lui envoie un texto en disant « Demain matin, je sais qu'il y a une réunion importante. Pourrais-tu me donner la météorologie, savoir si je peux rentrer sereinement lundi matin ?» Il me renvoie un message en me disant « Ouh là là, mais là, c'est la cata la plus totale. Il y a 1 mètre de neige. Il faudrait que tu appelles le Père Noël pour qu'il t'envoie les traîneaux. Salut, ou alors tu choisis un hélicoptère. » Il m'a envoyé des SMS comme ça toute la soirée. Et le lendemain matin, j'arrive, bien évidemment, pas très content de ces commentaires, premièrement parce qu'il n'y avait pas de neige, et deuxièmement parce que ça circulait quand même difficilement. Okay. Mais j'étais à l'heure. Et du coup, il m'a dit, mais non, mais c'était une blague. Je dis oui, sauf que moi, j'étais sur un rapport professionnel et j'étais pas dans une relation amicale. Et qui plus est, qui pouvait me mettre en danger sur la route. Donc ça s'est effectivement mal terminé. Ok. Donc ce que vous pointez au départ, c'est clair que vous pointez la cause, je dirais, la difficulté, c'est comment sortir de cette relation de qui a tort et qui a raison, avec évidemment un jeu compliqué, c'est-à-dire que c'est pas compliqué. Moi, si je suis le directeur, si je suis votre responsable hiérarchique, dans le jeu de qui a tort, qui a raison, c'est moi qui gagne. Ok ? Ça se discute pas, ça. Ok ? Et puis vous, de votre côté, vous pouvez dire, ouais, ok, mais au jeu de celui qui est jeune et de celui qui a de l'expérience, c'est moi qui ai l'expérience, donc c'est moi qui gagne. Voilà. Et c'est un jeu qui ne marche pas, parce que la plupart d'entre nous, on n'aime pas perdre. Voilà. La vie, c'est pas comme le Monopoly. Voilà. Et puis au Monopoly, la partie à un moment donné, elle se finit, et quand elle se finit, finalement, on a tous perdu, parce qu'on arrête de jouer. Voilà. Et la vie, vraiment, c'est pas ça. Alors après, on peut regarder... j'ai juste envie de prendre ce moment où vous recevez ce SMS. Bah écoute, voilà, il y aura de la neige et puis t'as qu'à appeler le Père Noël ou appeler un hélicoptère. Comment vous vous sentez au moment où vous recevez ce SMS? J'imagine en colère? Non, pas nécessairement en colère, mais je me dis, il m'a pas pris au sérieux, quoi. Il se rend pas compte du niveau de gravité, mais c'est sans colère, non. Donc vous vous dites, il m'a pas pris au sérieux. Et comment vous vous sentez quand vous vous dites, il m'a pas pris au sérieux? Découragé? Déçu? Non, pas renseigné surtout. Pas renseigné, on est encore dans une pensée. C'est pas facile, hein? Donc, est-ce que vous êtes irrité, énervé, contrarié? Probablement irrité un peu, oui. Ok. Donc, j'entends que vous êtes probablement, après on pourrait, irrité. Et vous dites que vous êtes irrité parce qu'en fait, vous n'avez pas l'information que vous aimeriez avoir.
Est-ce que vous auriez aimé du soutien, en fait, par rapport à la sécurité? Vous auriez aimé une forme de compréhension pour le fait que vous vouliez prendre soin de votre sécurité physique? Est-ce que ce serait quelque chose comme ça? Sérieusement, j'étais inquiet sur son état mental, mais bon. Non, mais enfin, Ouais, je peux comprendre. il se trouve que alors pour l'anecdote, si vous voulez, pour l'anecdote, finalement, les deux directeurs, parce que j'ai deux directeurs, un grand et un petit, ils étaient tous les deux ensemble, et simplement, il essayait de copier le grand qui essaye d'avoir le sens de l'humour, et il essayait de faire une blague de potache pour faire plaisir au grand. Donc dans un esprit de loyauté, et je me suis aperçu que c'était effectivement un jeu, mais un jeu qui pouvait être effectivement, qui pouvait, comme vous le disiez, mettre en cause ma vie, mon intégrité physique. Donc moi, je vais essayer de reformuler ce que j'entends. Peut-être je me trompe, et puis je vais essayer de me mettre un peu à votre place. Moi, quand je reçois ce mail donc je vais essayer de pas mettre de jugement. Quand je reçois ce mail qui me dit ce SMS qui me dit que je peux appeler le Père Noël ou appeler un hélicoptère alors que je demande s'il y a de la neige pour tenir compte de ma sécurité physique, en fait, il y a deux choses qui se passent en moi. Il y a une part qui est agacée parce que là, tout de suite, j'ai vraiment pas envie d'humour. Vraiment pas. Et puis, je crois que j'ai vraiment pas envie de nourrir mon besoin d'humour avec cette personne-là. J'ai plein d'autres manières de nourrir mon besoin d'humour, mais franchement, avec celle-là, j'ai du mal. Et puis la deuxième chose, c'est que j'aimerais vraiment être prise au sérieux dans ma demande. J'aimerais vraiment une forme de considération pour le fait que là, je ne suis pas en train de jouer, je suis en train de parler de ma sécurité sur la route. Et que je suis en train de parler aussi de l'énergie que je mets pour envisager d'aller au travail demain matin, prendre soin de cette réunion qui est si importante, au risque de ma santé physique et de ma sécurité. Et que j'aimerais vraiment que ça se soit entendu et pris en compte. Là, je parle de sentiments et de besoins. Et j'ai un peu plus de chances de me faire entendre que si je dis à mon chef ou si je pense même qu'il fait des blagues de potache. Voilà. Moi, j'entends que dans ce que vous dites, vous êtes en train d'essayer de mettre de l'énergie pour assister à une réunion, pour tenir vos engagements professionnels, et que vous aimeriez vraiment de la compréhension, de la considération et du respect pour votre santé physique. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Oui, c'était exactement ce que je lui ai répondu le lundi matin. Ok. Et l'autre possibilité, ce serait donner de l'empathie. Peut-être là, vous n'êtes pas prêt encore à ça. Parce que donner de l'empathie à son chef, c'est vraiment essayer de comprendre c'est quoi la beauté des besoins qu'il cherche à nourrir en envoyant ce SMS. Alors vous voyez que je dis vous n'êtes peut-être pas prêt à ça parce que tant que je pense que c'est des blagues de potache et qu'il fait ça juste pour se faire bien voir de l'autre directeur, je ne suis pas dans l'empathie. Voilà. L'empathie, c'est peut-être que oui, il cherche peut-être à nourrir ses besoins d'estime et qui cherche par cette blague à nourrir l'estime de lui. Peut-être c'est quelque chose comme ça, je ne sais pas. Voilà. Mais ce qui est compliqué dans l'empathie, c'est reconnaître la beauté du besoin. Et des fois, c'est un vrai défi, quoi, parce qu'on trouve quand même que l'autre, c'est quand même un connard, quoi. Et je ne peux pas faire de la CNV. Pour moi, l'indicateur, tant que j'ai des jugements sur l'autre, surtout, ne vous dites pas, ne vous jugez pas en plus en rajoutant un chacal, en disant il ne faut pas se juger. Pour moi, une des richesses de l'auto-empathie, c'est que là, j'ai droit de dire les pires horreurs de mon chef parce qu'il n'est pas là pour m'entendre. Et là, je peux me dire, mais c'est vraiment un connard, mais c'est des blagues de potache, mais il faut qu'il retourne à l'école maternelle. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Et puis, en plus, d'avoir autant de responsabilités. Mais comment ça se fait que dans la société, on donne des postes comme ça à des gens pareils? Voilà. Mais je ne vais pas lui dire à lui, voyez, parce qu'il ne pourra pas l'entendre, ça. Ok, et quand j'écoute ça, je peux écouter à quel point je suis découragée, je suis déçue, j'aimerais tellement de la considération, j'aimerais tellement être respectée pour qui je suis, j'aimerais tellement être entendue pour ce que j'essaye de faire dans cette entreprise ou dans les relations, j'aimerais tellement recevoir du soutien. Voilà.
Et tant que j'ai des jugements, c'est que j'ai encore besoin d'accueillir à quel point c'est précieux pour moi ça. Voilà. Et j'ai presque envie de dire comment je peux être déterminée à prendre soin de ses besoins, même si l'autre il continue à agir comme il agit, quoi. Moi, est-ce que je suis déterminée à prendre soin de mes besoins de considération? Mais au-delà de ça, j'ai une double pensée, c'est souvent sur ma réaction vis-à-vis de lui, mais enfin sur l'effet de colère. C'est-à-dire qu'à un moment, je me dis, la colère est bénéfique parce qu'au moins j'exprime ce que je ressens. Et il y a des fois, je me dis, mais pourquoi je me mets en colère pour rien, quoi. C'est un peu dans cette dualité qui fait qu'à un moment, alors j'essaye de comprendre et j'essaye de plus avoir l'esprit chacal, parce que je l'ai eu suffisamment longtemps. Mais effectivement, il y a un moment où je ne sais plus si je dois exprimer cette colère qui est au moins un mécanisme de défense. Mais en même temps, je m'auto-censure en me disant merci. En me disant ouais, mais tu t'es quand même encore mis en colère. Donc ce que vous nous dites là, c'est que non seulement il y a une tension entre vous et votre directeur, mais il y a aussi une tension entre deux parties de vous, à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui dit à un moment donné qu'il y en a marre et qui a vraiment envie de s'exprimer et qui se met en colère. Et cette partie-là, j'ai vraiment envie de m'exprimer quand je suis en colère et j'ai vraiment envie que ça sorte. Et puis au moins ça fait du bien. Et puis une autre partie qui dit mais c'est nul de se mettre en colère comme ça, quoi. Ça sert à rien. Tu t'es encore mis en colère ? Bah oui, je me suis mis en colère. Quand les besoins de justice ils sont pas nourris, je me mets en colère. Non, mais tu pourrais prendre un peu de recul quand même. Tu sais bien qu'il est comme ça. Tu peux quand même être plus zen. Bah ouais, mais là j'arrive pas, quoi. Mais il faut être plus zen. Voilà. Bah oui, mais là j'arrive pas. J'ai juste envie de l'étrangler. Non, mais prends du recul, respire, prends sur toi, prends du recul. C'est pas si grave. Quelque chose comme ça à l'intérieur. Ah oui, c'est ça. Ça vous parle ? Ah Moi, oui, très bien, oui. Ok. Alors, vous voyez, on est assez doué pour... j'appelle ça, parce que moi, je le vis aussi, ça me parle bien. C'est ce que je sais faire pour me pourrir la vie toute seule. C'est-à-dire que j'ai même plus besoin d'être en conflit à l'extérieur avec d'autres. Je suis en conflit toute seule à l'intérieur. Il y a une partie qui fait un choix et il y a l'autre partie qui dit « mais c'est nul ce choix-là, quoi ». Voilà. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, j'ai installé une feuille de paper pour écrire des mots. Voilà. Et j'ai rien écrit, quoi. Il y a une partie de moi qui me dit « mais Françoise, on avait dit qu'on allait écrire les mots ». Mais oui, mais tout à l'heure, je tenais le micro, je pouvais pas en même temps tenir les mots et tourner les dos, donc j'ai fait le choix de rien écrire. Ben oui, mais pour les visuels, c'est pas sympa. On avait dit qu'on allait écrire quelque chose. Ben oui, mais je suis désolée, j'ai voulu garder le contact avec les gens et c'est compliqué de tenir le contact avec les gens, tenir le micro, tourner le dos, prendre le stylo. Donc j'ai fait le choix de rien écrire. Oui, mais Françoise, quand même, t'aurais dû écrire, on avait dit qu'on allait le faire, quoi. Puis on avait pris des fiches de couleurs, on les a même pas utilisées. Bah oui, mais d'accord, mais j'ai fait ce que j'ai pu, voilà, puis ça a l'air d'aller quand même, c'est pas si grave. Voilà. Et je me pourris la vie toute seule, quoi. Parce que qui a tort et qui a raison là-dedans ? Voilà. Alors il y en a qui vont peut-être dire, bah oui, c'est vrai, elle aurait pu écrire. Il y en a peut-être qui vont dire, c'est pas si grave. On a quand même compris, on n'est pas si bête. Voilà. Qui a tort, qui a raison. Si je reste au niveau du langage sacal, j'ai un problème. Parce que c'est soit cette partie-là qui a raison et l'autre qui a tort. Prendre en compte le visuel, c'est nul, ça sert à rien. Et si on a un à la sortie de la salle qui me dit, vous savez, je suis visuel, j'ai quand même eu un peu du mal à suivre. Il y a la partie là qui va dire, ah, je t'avais dit, t'es vraiment nul. Et si j'écoute cette partie-là en me disant, bah oui, je suis nul, et qu'il y a quelqu'un à la sortie de la salle qui me dit, bah non, c'était super, le contact et tout ça, vous voyez, j'ai un problème là. J'ai un problème. Et là, la seule solution, c'est d'écouter les besoins, quoi. Qu'est-ce que chaque partie cherche à me dire, quoi. Cette partie-là, de quoi elle a besoin, là ? Qu'est-ce qu'elle cherche à faire ? Elle cherche à respecter les engagements qu'elle a pris. Elle cherche à prendre soin des gens. Elle cherche à prendre soin en particulier des gens qui sont... de prendre soin du contact, de prendre soin de la relation.
Elle prend soin d'une forme de, elle veut être dans une forme de congruence entre ce que je dis et puis ce que je montre. Voilà. Elle avait vraiment envie de contact avec vous et elle a priorisé ça. Et puis l'autre, elle voudrait vraiment être rassurée que tout le monde peut profiter de cette conférence, ceux qui sont plutôt auditifs et puis aussi ceux qui sont plutôt visuels. Et elle aimerait vraiment être rassurée que tout le monde il va y trouver son compte. Voilà. Là déjà, je me sens un peu mieux, quoi, parce que c'est des besoins. Ils peuvent être nourris en même temps. Voilà. Donc par rapport à ce que vous dites de la colère, c'est quelque chose du même genre. C'est-à-dire comment faire pour qu'à la fois vous puissiez nourrir votre besoin de vous accueillir comme vous êtes, et y compris dans des moments où vous êtes en colère, votre envie de vous exprimer, et en même temps prendre soin de la relation. Voilà. Et en CNV, on ne va pas toujours être zen. La CNV, c'est pas être toujours zen et toujours gentil. Hein? Voilà. C'est... Ah, Merci toi beaucoup. qui as fait de la CNV, je vais pouvoir... Voilà. Ben non. Merci. Il y avait des questions devant. Oui. Merci. Un écueil que je rencontre en essayant la CNV, en ayant seulement lu des livres, c'est à un moment donné en étant connecté à mon besoin et en essayant d'être connecté, comme vous proposiez, aux besoins de l'autre. Et en face, c'est en forme de proposition. Et finalement, est-ce que tu as peut-être besoin de ça ou de ça? Et la personne en face, elle me dit, mais je sais pas ce dont j'ai besoin, mais et dans ma tête, à ce moment-là, il y a le film qui se déclenche. Elle sait pas ce qu'elle veut. En fait, elle a juste envie d'une bonne dispute, d'une bonne bagarre. Et là, tout d'un coup, je suis plus connecté au mode girafe ou autre, je me rends compte. Mais là, je suis dans le trou. Moi, mon besoin, c'était finalement d'aller au bout de la discussion et puis que la personne, on puisse discuter. Et je bascule dans un mode, la personne me dit, je sais pas de ce dont j'ai besoin. Ce que je lui propose, elle dit non, c'est pas ça. Et là, ça tombe sec. Alors après, Okay. bon, la communication en général s'arrête ou peut dégénérer. Enfin, il y a plein d'options, mais là, la CNV, je me sens en désarroi, perdu par rapport à... Je propose, et en face, ça tombe dans le... Voilà. Donc une interrogation, est-ce que c'est possible? En face, non pas de violence physique, mais en face de... Mais je sais pas. Donc c'est vrai que quand je donne de l'empathie à quelqu'un qui a été éduqué dans le monde chacal et que vous lui proposez un besoin quand même. Voilà, est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu aurais besoin de te reposer? Je sais pas moi de quoi j'ai besoin, c'est pas le sujet. Voilà, c'est pas le sujet, quelque chose comme ça. Hein. Alors on va faire un peu d'auto-empathie. Comment vous vous sentez quand vous voyez que vous venez de proposer un sentiment et un besoin et que l'autre vous dit je sais pas moi de quoi j'ai besoin Ce que je vous disais, je me sens perdu. Perdu, Désorienté. désorienté, perdu. Donc après, il y a de la frustration. Frustré, voilà. ok. Quel est le besoin qui n'est pas nourri quand vous vous sentez perdu et désorienté? C'était le besoin d'avoir une relation, comme on disait, avec de la joie, du plaisir au début de la conférence. Donc un besoin de partage, un besoin de coopération, de communication. Voilà. Ok. Donc quand je prends conscience que l'autre me dit je ne connais pas mes besoins, je me sens en fait désorientée parce que j'aimerais tellement trouver une manière de communiquer en fait. Et que là, je me sens désorientée, je me sens perdue. Ok. Et donc là, à nouveau, j'ai le choix entre deux choses. Soit je vais lui dire ça, c'est-à-dire continuer la CNV, ce serait dire à l'autre, écoute, quand tu me dis tu ne sais pas ce dont tu as besoin, moi je me sens perdue ou désorientée parce que j'aimerais tellement trouver une manière de communiquer avec toi. Et puis j'essaye de finir par une demande qui serait, est-ce que tu peux me dire quand même ce qui se passe pour toi là maintenant? Ça serait une possibilité? Vous parlez de vous? L'autre manière, c'est se dire, mais au fait, j'ai vraiment besoin de communication, j'ai vraiment besoin de partage, j'ai vraiment besoin de connexion. Et c'est ma tête qui me raconte que quand il me dit ça, il ne communique pas. Il vient de me dire quelque chose, donc il a communiqué. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Donc l'autre piste, ce serait l'écoute empathique. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, la personne? Comment elle se sent, à votre avis, quand elle dit je ne sais pas, moi, de quoi j'ai besoin? En colère. Donc peut-être qu'elle est en colère.
Et à votre avis, quel est le besoin qui n'est pas pris en compte qui fait qu'elle dit ça? Alors, ça pourrait être le besoin de tranquillité, de sécurité. Quand tu me proposes un sentiment, un besoin, moi, si j'ai été élevée dans le monde des chacals, tu vois, si j'ai été élevée dans le monde des chacals et que tu me demandes comment je me sens et de quoi j'ai besoin, mais j'ai peur. Je me mets à trembler, quoi. Tu m'emmènes sur un terrain que je ne connais pas. Donc, est-ce que tu dis que tu n'as pas de besoin? Est-ce que c'est parce que tu es inquiet? Est-ce que tu aimerais être rassuré que je ne suis pas en train de te manipuler, par exemple? Ça peut être ça. Ou est-ce que quand je te propose des sentiments et des besoins, c'est tellement inhabituel dans ton vocabulaire que tu es un peu perdu et que tu aimerais comprendre où je veux en venir? Après, vous allez le faire avec des mots ou vous allez le faire en silence. Voilà. Parce que si c'est sûr que si l'autre, vous venez déjà lui proposer 3 fois des besoins et qu'il vous dit « tu me fais chier à me proposer tout le temps des besoins », et quand tu me dis que tu me fais chier, proposer toujours des besoins, est-ce que tu aurais besoin d'eux? Là, vous allez vous en prendre une. Voilà. Mais ça peut vraiment être en silence de se dire, mais ce chacal, si on lui a toujours dit que les sentiments c'était dangereux, et qu'il n'a jamais entendu parler des besoins, au début, il peut être un peu inquiet, quoi. Où est-ce que vous voulez en venir, quoi? Dans le cas précis auquel je pense, mon interprétation, là c'est ma pensée, c'est que c'est une personne qui est très tournée vers les autres, donc très empathique avec les autres, et quelque part qu'il est moins avec elle-même. Et donc quelque part, je pense que ça la confronte à elle-même, et justement à la peur de, mais au fait, qu'est-ce que je ressens? Elle ne sait pas. Voilà, et c'est peut-être ça la peur. Et après, derrière, ok, c'est peut-être ta peur. J'essaierai, peut-être que tu as peur. Donc, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est aussi notre tête qui dit que quand la personne dit ça, elle ne communique pas. Quelqu'un qui se tait, quelqu'un qui vous dit « tu me fais chier avec ta CNV », quelqu'un qui claque la porte, il communique. Voilà. C'est notre tête qui raconte, qui dit rien. Mais il est en train de dire quelque chose. Voilà. Je dis ça parce que ça peut nourrir déjà votre besoin de communication. Oui, il y a quelqu'un là. Bonjour. Vous avez parlé au début, quand vous vous êtes présenté, de la CNV invisible. Oui. Alors, je suis assez intriguée. Ah. J'ai un garçon de 8 ans et demi avec qui je communique suite à une formation Faber-Maslich. Et il en est un petit peu au point là où il me dit « Maman, j'en ai marre que tu me parles, arrête, je veux pas t'écouter ». Et donc, je me demande, est-ce que la CNV invisible, qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce qu'elle pourrait être appliquée aussi dans certains cas où l'enfant en a marre que l'on observe, que on décrive, que l'on dise ses sentiments et qu'il veut juste qu'on soit là, mais que l'on se taise en fait? Alors, c'est vrai que moi j'ai observé dans ma vie familiale que, en tout cas la CNV grammaticale, mes enfants et mon mari étaient assez allergiques. J'ai souvent l'impression à la maison de jouer au jeu tabou. Vous savez, le jeu où il y a des mots interdits et que les mots sentiments et besoins, ça fait bip à chaque fois, quoi. Et du coup, quand ça se passait, j'ai évité de genre, quand tu me dis que tu en as marre de ma CNV, est-ce que tu te sens agacé parce que tu aurais vraiment besoin de ce que j'ai fait au début, je vous avoue, voilà. Est-ce que tu te sens agacé? Est-ce que tu aurais vraiment besoin de plus de spontanéité? Oui, justement. Bon, voilà. Donc, il y a quelque chose de comment je peux écouter que l'autre à côté de moi. Peut-être à certains moments, il a envie de légèreté. On va mettre d'autres mots que besoin. Il aura envie de légèreté. Il aura envie de spontanéité. Il veut être rassuré qu'à la maison, il a une maman et qu'il n'a pas quelqu'un qui est en train d'apprendre Faber et Maslich. Qu'il a besoin d'être rassuré qu'on est en relation avec lui parce qu'on l'aime et pas parce qu'on est en train d'apprendre un nouveau truc. Enfin, voilà, je vous dis un peu ce que j'ai décrypté moi, mais après, vous transposerez dans vos vies à vous. Et que du coup, moi, j'ai passé beaucoup de temps à faire de la CNV d'abord silencieuse.
parce que celle-là, il s'en rendait pas compte, c'est-à-dire me donner de l'empathie, et puis essayer d'entendre qu'est-ce qu'il était en train de me dire quand il me disait mais c'est nul ta CNV, quoi. Voilà. Et je crois que c'est quelque chose du genre l'envie de spontanéité, l'envie de légèreté, l'envie d'être rassuré que j'ai bien une maman à la maison et pas un prof de CNV, tu vois, un peu voilà. L'envie aussi de des choses comme ça, quoi. Voilà. Puis après, je me suis rendu compte, par exemple, sur les enfants plus grands, qu'il y avait aussi le besoin de protection. Et je m'en suis rendu compte un jour où on était à table, et j'ai une de mes filles qui arrive à table avec les yeux très rouges. On voyait qu'elle avait pleuré. Et moi, avec mon grand cœur, Claire-Marie, quand je vois que tu as les yeux rouges, apparemment tu as pleuré. Est-ce que tu as un chagrin? Est-ce que tu voudrais en parler? Parce que si tu veux en parler, on peut en parler maintenant ou à un autre moment. Et elle se plante devant moi en disant « Maman, on va dire que tout va bien ». Et là, j'ai juste fait la CNV invisible au sens en silence, d'écouter que là, elle était en train de me dire qu'elle n'était pas dans un espace, elle n'avait pas envie d'en parler. Et je n'ai pas reformulé. Quand tu dis que tout va bien, est-ce que tu te sens agacée? Est-ce que tu aimerais... Voilà. Donc, je l'ai fait en silence. Voilà. Mais en silence, ça m'a permis déjà d'entendre qu'elle était en train de me dire quelque chose qui était précieux pour elle. C'était peut-être son espace intime, son espace privé, et qu'elle n'avait peut-être pas envie de le partager avec sa maman, même si sa maman aurait adoré consoler sa petite fille. Mais bon, à 19 ans, elle n'a peut-être pas envie de tout partager avec son papa et sa maman, quoi. Et l'autre chose qui m'a touchée, c'est que je me suis rendu compte qu'elle connaît la puissance de l'empathie, en fait. Donc elle sait très bien que si je commence à lui donner de l'empathie, je vais toucher au cœur de ce qu'elle est en train de vivre, et qu'elle n'était pas dans un espace où elle avait envie de partager ça en famille, quoi, devant les petits frères, les petites sœurs. Voilà. Du coup, à la fois, j'étais touchée, et en même temps, je me dis, mais en même temps, c'est parce qu'elle connaît la puissance du processus, quoi. Parce qu'elle sait que si je commence à l'écouter, on va s'écouter vraiment. Voilà. Après, ce qui me donne beaucoup de joie, c'est quand je les entends donner de l'empathie à leurs copains et leurs copines, et je me dis, bon, c'est bon. Mais c'est délicat, voilà. Donc c'est vrai, c'est de beaucoup le silence. Enfin, moi, j'ai beaucoup appris par le silence. Et puis, essayer de trouver des formulations qui ne sont pas dans l'ordre non plus. Quand je vois, je me sens... Là, je vous le montre comme ça, mais dans la vie quotidienne, est-ce que tu aimerais plus de légèreté? Est-ce que ça te fait kiffer? Trouver des mots un peu plus... Est-ce que c'est cool pour toi? C'est... Pas pour manipuler, mais pour vraiment respecter le besoin de spontanéité de l'autre, quoi. Voilà. Mais j'ai pas la recette, c'est à chacun de la trouver. Il peut encore avoir une question, une dernière, si vous en avez. Oui, il y en a une là. Ça parle, ça? C'est bon? Oui, bien près du micro. Moi, je voudrais donner humblement un petit témoignage. Donc, un peu plus fort, peut-être. Donc, j'ai suivi les 3 modules de la CNV récemment. En tout, un peu plus, ça fait à peine dans l'année dernière. Et ce que je me suis rendu compte, déjà de suivre les formations et d'essayer de pratiquer, des fois, effectivement, je suis très en colère après moi parce que j'y arrive pas. Mais en tout cas, quand je suis pas bien, j'ai remarqué que la CNV m'aidait à être bienveillante avec moi-même. Et quelque part, il y a quand même une prise de conscience. Il y a des petites choses qui restent, même si on n'y arrive pas. Et donc, je trouve que c'est encourageant. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Mais en tout cas, le fait d'y toucher un peu, je trouve que ça fait du bien parce que ça nous rend bienveillants avec nous-mêmes. Et quand on est malveillant avec les autres parce qu'on n'y arrive pas, on arrive très vite à se dire attention, sois pas dans le jugement. Voilà. On le dit instinctivement. Qu'avant, non. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué pour moi. Mais c'est vrai que c'est pas gagné. Et moi, j'ai vraiment envie de nous inviter chacun à beaucoup de bienveillance avec nous-mêmes et beaucoup de bienveillance avec notre chacal qui voudrait qu'on soit déjà parfait.
qui voudrait déjà qu'on y arrive tout le temps, en toutes circonstances, voilà. Et lui donner un peu d'empathie pour qu'il comprenne que voilà, on n'y va pas à pas, qu'il y a des fois on y arrive, puis des fois on n'y arrive pas, et puis qu'on fait du mieux qu'on peut, que des fois on a l'énergie, et des fois on l'a pas, que des fois ça nous fait du bien de lâcher un peu nos chacals. Voilà, qu'on essaye un petit peu de s'accueillir aussi avec l'énergie qu'on a à un moment donné, quoi. Hein. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux et d'être restés jusque-là. Merci. Je vous rappelle qu'il y a des livres à la sortie qui peuvent être signés par Françoise Keller. Et puis qu'elle a aussi un stand sur le salon que vous pouvez aller voir.